Le meilleur coin pour acheter et vendre les voitures qui comptent, c'est Cars In, Cars Out. Cars In, Cars Out. Je vais vous faire une confidence. J'ai jamais choisi une voiture pour sa conso, mais il y a une situation où d'un coup, la conso m'intéresse énormément. C'est quand le voyant de réserve est allumé depuis beaucoup trop longtemps et la prochaine station-service est à encore 30 km. Et dans cette situation, la plupart des gens font l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Instinctivement, on se dit qu'il faudrait rouler le plus lentement possible. Eh ben non. La réponse découle d'une courbe que j'ai découverte pendant mes études d'ingénieur motoriste et que j'ai jamais oubliée. Et elle va nous emmener beaucoup plus loin que ça. Elle explique pourquoi rouler au régulateur n'est pas toujours idéal, pourquoi baisser les vitres peut consommer plus que de mettre la clim, et pourquoi accélérer franchement peut parfois être plus économique. Instinctivement, la plupart des gens pensent que quand on est à court d'essence, il faut rouler très lentement. Après tout, moins on va vite, moins on rencontre de résistance de l'air. Ça paraît évident. Sauf qu'il y a un deuxième effet moins connu, c'est qu'à très basse vitesse, le moteur lui-même devient moins efficace. Et quand on combine ces deux phénomènes, on obtient cette courbe en U qui montre comment la consommation varie en fonction de la vitesse. Pour une voiture moderne typique, le minimum de consommation se situe souvent entre 80 et 90 km/h. Pas 30, pas 50 et certainement pas 130. Autrement dit, quand la panne sèche-guette, votre objectif n'est pas de rouler le plus lentement possible, c'est de rester au voisinage de cette vitesse d'équilibre. Et surtout de préserver votre élan, parce qu'à chaque fois que vous freinez, vous transformez de l'énergie du carburant en chaleur. Autrement dit, quand la réserve s'allume, les freins sont vos ennemis. Alors vous mettez le régulateur à 90, mais ça pose une autre question. Quand arrive une côte, le régulateur ouvre les gaz pour maintenir coûte que coûte ces 90 km/h. Et pendant ce temps, vous voyez grimper la consommation instantanée. Ou est-ce qu'il faut accepter de perdre un peu de vitesse dans la montée pour la récupérer dans la descente? Pour répondre, je vous montre un outil que tous les ingénieurs motoristes connaissent, les cartes de consommation spécifiques. Le nom est barbare, mais l'idée est simple. Un moteur thermique, c'est comme le corps humain. Au repos, une grande partie de notre énergie sert à simplement nous maintenir en vie. À l'autre extrémité, un sprint nous épuise. Et entre les deux, il existe une allure naturelle qui nous permet de parcourir la plus grande distance avec le moins d'énergie. Pour le corps humain, c'est la foulée qu'on va instinctivement adopter lors d'une grande rando. Eh bien, les moteurs thermiques ont eux aussi leur allure naturelle, que les ingénieurs motoristes représentent grâce à cette carte. Sur l'axe horizontal, le régime moteur, sur l'axe vertical, l'effort demandé au moteur, c'est-à-dire son couple. Au centre, cet îlot représente la zone où le moteur transforme le plus efficacement le carburant en mouvement. L'objectif des ingénieurs, c'est de faire fonctionner le moteur le plus souvent possible, proche de cette zone optimale. Et ça répond enfin à une autre question, parce que le régulateur sert à maintenir la vitesse, pas à maintenir le moteur dans son îlot de rendement idéal. Dans une côte, il est donc préférable de maintenir une position d'accélérateur plutôt stable, quitte à perdre quelques kilomètres/heure en montée, qu'on récupérera naturellement dans la descente qui suivra. Le moteur travaille alors avec un effort plus régulier, proche de sa zone optimale. Et cette carte permet aussi de comprendre quelque chose d'étonnant. Parce que beaucoup de conducteurs accélèrent tout doucement, comme s'ils transportaient un vase Ming rempli de nitroglycérine. Leur raisonnement, c'est qu'un moteur qui fournit moins d'efforts est un moteur qui consomme moins. C'est qu'une partie de l'histoire, parce qu'un moteur continue à gaspiller de l'énergie simplement pour fonctionner. Et sur un moteur à essence, le papillon des gaz est alors presque fermé. Le moteur doit alors aspirer son air par une toute petite ouverture, comme si vous buviez un soda à travers une toute petite paille. Et il dépense alors une partie de son énergie simplement à respirer. Résultat, quand on demande très peu d'efforts à un moteur, une grande partie du carburant sert à faire tourner le moteur lui-même. Alors que quand on lui demande un effort plus conséquent, ces pertes-là deviennent proportionnellement moins élevées. Et c'est pour ça que les moteurs thermiques préfèrent généralement travailler avec une charge modérée, à un régime modéré, proche de leur îlot de fonctionnement idéal. Petite pause pour remercier le partenaire qui permet à cette chaîne d'exister sans vous proposer des formations à 997 € et sans pub YouTube insérée. On reprend juste après. Vous connaissez déjà Car Vertical, ce système de vérification d'historique qui vous permet de débusquer des incidents passés tels que vol, accident, kilométrage incohérent et j'en passe. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est pourquoi j'utilise ce service plutôt qu'un autre. C'est parce qu'il repose sur des données internationales et une voiture, ça voyage. Regardez par exemple cette Z3M coupée qui intéressait un client à moi. Le rapport d'historique français fourni par le vendeur était vierge. Mais quand j'ai sorti le Car Vertical, j'ai trouvé plus de 40 photos du véhicule et surtout un choc arrière conséquent qui a eu lieu à l'étranger. De quoi poser les bonnes questions, inspecter la zone de près et surtout négocier le prix.
Alors pour vous aussi faire parler le passé des voitures, le lien est dans la description avec moins 20% grâce à mon code 1G. Et en achetant plusieurs rapports d'avance, vous cumulez les réductions. Maintenant, revenons à notre moteur. Parce que cette histoire de petite taille explique aussi un mystère que beaucoup de conducteurs se posent depuis des années. Pourquoi un diesel consomme moins qu'un moteur essence équivalent? D'abord parce qu'un diesel n'a pas de papillon des gaz, donc sa paille, pour ainsi dire, est toujours grande ouverte. Il respire plus librement et souffre beaucoup moins de ce qu'on appelle les pertes par pompage, ce qui est surtout sensible à faible charge, donc en ville ou dans les embouteillages. Ensuite, son taux de compression par nature beaucoup plus élevé lui permet d'extraire plus d'énergie de chaque goutte de carburant. Et comme si ça suffisait pas, 1 litre de gasoil contient plus d'énergie qu'1 litre d'essence. Et voilà pourquoi, à puissance égale, un diesel consomme généralement moins qu'un essence équivalent. Et ça se voit immédiatement sur les courbes, regardez. La courbe diesel est plus basse à toutes les vitesses, mais il y a une autre différence intéressante. Son minimum de conso est généralement atteint à une vitesse un peu plus élevée que l'essence. Pourquoi? Parce que les diesels ont généralement des rapports de transmission plus longs pour exploiter leur couple disponible à un régime plus bas. Et ils atteignent donc leur régime de consommation optimale à une vitesse véhicule un peu plus élevée. En fait, les moteurs ne voient pas les kilomètres par heure. Ils voient que deux choses, le régime et la charge. Et cette même idée permet de répondre à une autre question que tout le monde s'est déjà posée, surtout en été. Est-ce qu'il vaut mieux baisser les vitres ou mettre la clim? Instinctivement, beaucoup de gens choisissent de baisser les vitres. Après tout, la clim demande de l'énergie au moteur. Et c'est vrai, mais une clim moderne, ça consomme beaucoup moins que ce qu'on pourrait imaginer. Ensuite, les vitres ouvertes, ça dégrade fortement l'aérodynamique de la voiture. Et plus on roule vite, plus cette pénalité augmente. Si bien qu'en ville, baisser les vitres est souvent la solution économique, mais sur route, et a fortiori sur autoroute, c'est souvent la clim qui l'emporte. La clim consomme quelques chevaux, mais les vitres baissées peuvent vous en coûter beaucoup plus. Et ça nous amène à une autre idée reçue, parce que quand on parle conso, beaucoup de gens pensent tout de suite au poids de la voiture. Alors qu'en réalité, à vitesse stabilisée, l'ennemi numéro 1, c'est pas le poids, c'est l'air. Et ça explique pourquoi sur autoroute, une petite variation de vitesse peut avoir une grosse incidence sur la consommation. Regardez ce graphique. La résistance au roulement augmente relativement peu avec la vitesse. Par contre, la résistance de l'air grimpe de plus en plus vite. À partir d'environ 70 à l'heure, c'est elle qui devient le principal ennemi de votre consommation. Pourquoi? Parce que la résistance de l'air augmente avec le carré de la vitesse. Et comme la puissance, c'est la force fois la vitesse, la puissance nécessaire pour la vaincre augmente avec le cube de la vitesse. Exemple vécu sur les autobahns allemands en ramenant ma 540i achetée en Lettonie. D'après l'ordi de bord, à 100 km par heure, elle consommait à peu près 8 litres au 100. Mais en cruising à 200 à l'heure, elle dévorait pleinement 25 litres au 100. Ouais. Ça veut dire concrètement que gagner 30 minutes sur un long trajet peut coûter autant de carburant que des centaines de kilomètres de conduite économique. Donc vous voyez, sur autoroute, votre principal ennemi, c'est pas votre moteur, c'est l'air. Finalement, toutes ces explications nous ramènent à une question très simple. Qu'est-ce que je peux faire dès demain pour arrêter de perdre ce plein de carburant par mois? Alors, pas besoin de rouler comme mamie. Juste éviter de faire peiner le moteur comme de le faire hurler. Levez le pied sur autoroute pour réduire les frottements de l'air et regardez au loin pour anticiper et réduire les freinages. Et bien sûr, des pneus bien gonflés, un moteur bien entretenu et moins de petits trajets moteur froid. Oui, parce qu'à froid, un moteur surconsomme à cause d'un mélange riche, une huile visqueuse et des pertes thermiques importantes. Au fond, toutes ces idées reviennent à la même idée, éviter de gaspiller de l'énergie. Et le plus difficile, c'est pas d'économiser du carburant, c'est de résister à ces intuitions. Parce que sur ce sujet, elles vous coûtent peut-être un plein tous les mois. Et si cette vidéo vous a permis d'économiser un plein par mois, j'ai une petite idée de ce que vous pourriez en faire.